L'intelligence artificielle arrivera-t-elle à donner corps à cette fameuse personnalisation de masse en temps réel dont on parle tant dans le domaine du CRM? On sent nettement poindre un mouvement dans la bonne direction pour ce qui concerne le CRM marketing. Et l'IA, aux surprises, joue un rôle important dans ce virage. Les apports de l'IA agentique, en complément d'autres techniques, commencent en effet à prendre corps. Pour faire le point sur ce sujet, avec des retours d'expérience précis et chiffrés, je me suis entretenu avec Antoine Parisot, co-CEO de Splio. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, CRM et IA, Splio veut réconcilier la marque et le client avec Antoine Parisot, co-CEO de Splio. Rien de tel qu'une interview avec un professionnel pour faire le point sur ce sujet de l'apport de l'IA dans le CRM. Une interview très ancrée dans le pragmatisme et le concret, dont voici le compte-rendu. Dans cet entretien avec Antoine Parisot, co-CEO de Splio, celui-ci nous explique comment l'IA prédictive et décisionnelle transforme en profondeur les pratiques de la relation client. Entre personnalisation à grande échelle, agents intelligents et souveraineté numérique. Il existe en France un écosystème MarTech que l'on cite trop rarement. Splio en fait partie. Fondée en 2001, cette entreprise française spécialisée dans le CRM a su traverser 2 décennies de transformation digitale sans perdre le cap. Aujourd'hui, elle se revendique CRM AI First, une ambition qui ne relève pas du simple effet de manche. Antoine Parisot, co-CEO de Splio, ancien directeur général France de Microsoft, incarne cette double culture, rigueur technologique américaine, pragmatisme et ancrage européen. Lors de cet entretien, il revient sur ce que l'IA change concrètement dans la relation entre les marques et leurs clients et sur les conditions qui permettent de lui faire confiance. Eh bien, je suis avec Antoine Parisot. Bonjour Antoine, vous êtes co-CEO de Splio. Alors Splio, c'est une entreprise française de MarTech, c'est suffisamment rare pour le souligner. Bravo. Fondée en 2001 en plus, qui plus est, donc c'est assez ancien. Et vous êtes focalisé sur le CRM AI First, qui va être notre point focal aujourd'hui dans cette interview. Je vous laisse vous présenter peut-être en quelques secondes et puis on va plonger directement dans le sujet. Bonjour Yann, merci pour l'invitation et ravi d'avoir un peu de temps avec vous. Donc moi je suis arrivé il y a un peu plus de 8 ans chez Splio et avant j'ai passé 7 ans chez Microsoft dans des fonctions d'abord plutôt business. J'étais DG de la France, j'ai ensuite pris le produit et la R&D pendant un peu plus de 4 ans et donc là je co-dirige l'entreprise avec un autre Antoine, voilà, passionné des sujets produits et business et effectivement une entreprise française chez Splio, mais il y a c'est pas forcément toujours connu, mais il y a un environnement assez dynamique dans la MarTech sur des acteurs français. Donc voilà, on est parmi ces acteurs-là. En tout cas, il y a beaucoup de belles entreprises et on a cette chance-là en tout cas. C'est une bonne nouvelle et on en reparlera d'ailleurs à la fin de cette interview, puisque effectivement, on se plaint toujours, ça c'est français, mais en fait, il faudrait aussi regarder le côté positif des choses. Alors, vous avez lancé votre CRM AI First, propulsé par une société que vous avez rachetée qui s'appelle tinyclues.ai. Alors, tinyclues, on croit comprendre que vous allez chercher les indices faibles chez vos clients, puisque vous êtes spécialisé dans la fidélisation. Alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors effectivement, moi j'ai mon prisme produit qui est de se dire il faut toujours se poser la question du problème qu'on cherche à résoudre. Et pour nous, le CRM, c'est l'équilibre entre les enjeux des marques et les enjeux des clients. Très concrètement, quand je suis une marque, je veux faire plus de chiffre d'affaires, j'ai trop de produits en stock, je veux les écouler, et donc on va avoir des injonctions de se dire tiens, il faut envoyer un email à toute ma base de données parce que j'ai trop de produits en stock. À l'inverse, le client, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est être reconnu, je veux pas recevoir 7 mails par semaine. Donc, comment on arrive à trouver cet équilibre-là? Pour nous, c'est vraiment ça. Le CRM, c'est résoudre l'équilibre de l'enjeu entre les marques et les clients. Et souvent, l'équilibre des marques, c'est très court terme. C'est je vais faire du chiffre d'affaires ce trimestre. Et la relation avec un client, elle se construit sur la durée. Donc, c'est une équation qui n'est pas facile. Avant, le marketing, ce qu'il faisait dans le CRM, c'était beaucoup de choses à la main. Je vais créer des segments à la main. Ensuite, je vais créer les campagnes. Ensuite, on a eu des scores. Donc, les scores, ça permet de me dire, tiens, je vais analyser les churners, par exemple. Je vais avoir de la recommandation produit. Donc, ce qu'on voit, c'est que des scores peuvent aider à certains points de la chaîne. Concrètement, nous, ce qu'on voit, l'IA, c'est que ça assiste le CRM Manager dans toute la chaîne de valeur. À partir du moment où on se dit, j'ai 1 million de contacts dans ma base de données, que j'ai 5 canaux sur lesquels je peux discuter avec lui, j'ai 10 000 produits,
j'ai plusieurs moments dans la semaine. Donc, vous imaginez qu'on arrive sur une équation qui est quasiment insoluble. Et donc, nous, notre vision, c'est de se dire, le CRM manager, le marketeur, il connaît les enjeux de sa marque. C'est le patron des enjeux de sa marque. En revanche, c'est impossible de connaître 1 million de clients, 200 000 clients, 10 millions de clients. Et donc, l'IA va vraiment connaître chacun des clients, prédire les futurs comportements et venir justement aider le CRM manager de manière très concrète. Ça va être dans l'aider à analyser les données. Ça va être l'aider à regarder quelles sont les bonnes audiences pour une campagne. C'est chercher les 20% des clients qui vont générer 80% des chiffres d'affaires. Ça va être de prioriser les campagnes entre elles. Si je veux envoyer 5 campagnes cette semaine et que je veux que vous, Yann, par exemple, vous n'en recevriez que 2, c'est quoi les 2 meilleurs? C'est quoi le meilleur canal pour vous contacter? Donc, c'est des choses très concrètes comme ça, sur toute la chaîne de valeur du CRM. Et donc, ça va vraiment sur des use cases, comme je vous le disais, ceux-là qui sont très pragmatiques. On a des très grands clients comme Samsung, Fnac, SNCF, eux qui ont des dizaines de millions de clients, qui, vous l'imaginez, ont des 30, 40, 50 campagnes par semaine. Et donc, on va vraiment gérer tout le plan de campagne pour ces marques-là. On va dire, donne-moi tes priorités business, donne-moi tes contraintes, et ensuite, on va créer le plan de campagne à la semaine pour eux. Ok, donc on comprend bien la fameuse personnalisation, hyper personnalisation même sur des masses de clients, c'est possible avec l'IA, mais attendez, stop. L'IA, on en entend parler toutes les 30 secondes, mais de quelle IA parle-t-on ici? Alors, c'est une très bonne question. Nous, la première IA, en tout cas avec TinyClue, c'est l'IA prédictive. Donc, globalement, ce qu'on voit, je parlais tout à l'heure des scores. On a toujours fait du score dans le marketing, ça a toujours existé. Donc, l'IA prédictive, c'est quoi? C'est la capacité de passer à l'échelle et de connaître chacun des clients et de prédire le futur comportement. Donc, est-ce qu'il est most likely to buy une catégorie de produits? Est-ce qu'il est most likely to, par exemple, pour rejoindre mon programme de fidélité? Donc, c'est vraiment la partie prédictive. Donc, ça, c'est la première type d'IA qu'on utilise. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'IA décisionnelle. Donc, c'est la capacité de se dire, encore une fois, quand j'ai 30 campagnes dans la semaine, quand j'ai 10 millions de clients, comment je répartis tous mes clients dans mon plan de campagne? Donc, ça, c'est l'IA décisionnelle. Donc, ça, c'est les 2 IA qu'on utilise chez nous depuis longtemps. Et puis, on a 2 IA qu'on ajoute. L'IA générative et l'IA agentique, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais ça, c'est assez nouveau. C'est quelque chose qu'on ajoute là depuis 2025. D'accord. Et sur les autres, c'est quoi? C'est du machine learning, c'est du deep learning, c'est du bricolage maison, c'est de l'assemblage de briques externes, c'est quoi? Alors, nous, on est propriétaire d'une technologie en deep learning. Et donc, c'est ce qui nous permet effectivement de résoudre des problèmes mathématiques complexes. Quand on se dit, justement, résoudre un score par exemple, les churners, un score suffit. Quand on doit justement rentrer dans la logique de dire quel est le bon message pour le bon client, sur le bon canal, etc., c'est une multitude de signaux qu'on doit analyser et suite d'arbitrage qu'on doit pouvoir faire. Donc, nous, on utilise du deep learning. D'accord. Donc, on comprend bien ce que ça peut changer pour un directeur marketing au quotidien, mais est-ce que c'est lui qui fait le boulot ou est-ce que c'est la machine qui fait le boulot à sa place et le directeur marketing peut aller jouer au golf ou peut faire l'économie de son salaire, je ne sais pas. Alors, je parlais tout à l'heure des enjeux de la marque et du client. Nous, on a cette conviction que l'IA assiste le marketeur dans cette connaissance de chacun des clients unitairement, ce qui n'est pas possible quand on fait du marketing. Donc ça, pour nous, l'IA va assister de ce point de vue-là. Et de la même manière, je peux vous parler d'un cas d'usage qui est intéressant, qui est le cas d'usage le plus avancé qu'on a dans ce qu'on appelle l'AI decisioning. Donc, il y a beaucoup de jargon dans le marketing, mais concrètement, ça veut dire quoi? Imaginez, vous êtes Orange, qui est un de nos clients. On travaille avec plusieurs filiales en Afrique et au Moyen-Orient sur des scénarios de ce qu'on appelle de prepaid. Donc nous, en France, on a un abonnement. Là, dans ces pays-là, j'ai plusieurs cartes SIM et les clients rechargent 2 à 3 fois par semaine. Et donc, généralement, c'est 1 euro, c'est 10 centimes, etc. Donc, quand vous êtes Orange, vous dites, dans un pays, j'ai 10 millions de clients dans ma base de données qui vont renouveler 3 fois par semaine basé sur la meilleure offre. Et comme ils ont 3 cartes SIM, ils vont prendre la meilleure offre du meilleur opérateur. Et donc là, il y a vraiment une logique très compliquée dans le CRM. Et nous, là, on a vraiment la version, on va dire, ultime du côté, on peut appeler ça un autopilote, mais de se dire, quand je suis Orange, mon job, c'est de mettre toutes les bonnes offres dans la plateforme. Et ensuite, nous, on va aller vraiment chercher la meilleure offre pour chaque client tous les jours. Donc, est-ce que aujourd'hui il faut envoyer une offre? Oui, non. Quelle offre il faut envoyer? Est-ce que c'est plutôt de l'upsell? Est-ce que c'est plutôt pour le même prix, il faut avoir plus de data? Vous avez compris? Donc là, on est dans une version qui est très automatisée. Pourquoi? Parce que le scénario métier le demande. Dans d'autres cas, dans le retail, quand vous avez 2 achats par an entre un client et une marque, on n'a pas besoin d'arriver à un tel niveau d'automatisation à 100%. Voilà, donc ça dépend vraiment, on va dire plutôt de l'enjeu CRM et on peut aller plus ou moins loin dans l'automatisation. Et finalement, dans l'exemple que vous décrivez sur Orange en Afrique, finalement, le marketeur peut se focaliser sur la partie intéressante de son job
bon, ça demande peut-être un petit peu moins de monde, je ne sais pas. Alors, c'est un vrai sujet, c'est que effectivement, il se focalise sur la stratégie, sur quelles sont les bonnes offres, de bien comprendre ses clients. Donc, c'est vraiment le métier voilà, noble du marketing. Et il y a dans ce cadre-là, et effectivement, moins de travail sur je vais créer des campagnes, je vais créer des workflows, etc. Donc, il y a moins de travail très opérationnel de ce point de vue-là. En revanche, il y a toujours des designs à faire, il y a toujours des offres à faire. Donc, ça déplace en tout cas la charge de travail, on va dire, de l'opérationnel de créer des campagnes à plutôt cette partie, effectivement, quelles sont les bonnes offres pour le bon client, analyser sa base de données, analyser les résultats, ce qui est très important. Donc voilà, ça donne du temps, en tout cas, de ce point de vue-là. Bien que sur l'aspect design des campagnes, on puisse aussi imaginer sans trop de difficultés, parce que j'arrive à le faire moi, avec un camarade qui a développé un outil, faire des visuels sur un modèle de marque avec une charte et une gamme de couleurs quasiment à la demande sur à la base d'un texte, et c'est assez impressionnant. Alors, on va se focaliser maintenant sur les résultats concrets, parce que vous avez cité quelques clients, ça me met l'eau à la bouche. Alors, j'ai compris qu'il y avait un de vos clients qui s'appelle Mademoiselle Bio et qui témoigne que 90% de son chiffre d'affaires, là c'est pas rien, provient de 28% de sa base client grâce aux audiences prédictives. Expliquez-nous ce miracle, là, c'est extraordinaire. Alors, Mademoiselle Bio a accepté de faire un témoignage assez récemment. Et donc, pour être très précis, quand on fait du CRM, donc c'est pas 90% de tout le chiffre d'affaires de Mademoiselle Bio. C'est de se dire, quand je suis Mademoiselle Bio, donc c'est un e-commerçant, ils ont une base de données, et l'enjeu c'est d'envoyer des communications à cette base de données. Ça peut être des emails, du WhatsApp, etc. Et donc on a toujours évidemment en CRM cette notion de dire, je veux envoyer des campagnes pour générer du clic, que les gens arrivent sur mon site et achètent. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là, c'est les campagnes de Mademoiselle Bio. Là, ils utilisent des audiences prédictives. Et donc concrètement, c'est la capacité de se dire, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand je vais vouloir avoir des acheteurs d'une catégorie de produits particulière, on va aller chercher les 20% des clients qui reprennent 80% du potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les 80 autres pourcents ? Soit on envoie une autre campagne sur une autre catégorie de produits, soit on décide de ne pas envoyer de campagne, donc on met moins de pression marketing. Et là, c'est vraiment ça, c'est que sur les campagnes qu'on fait avec Mademoiselle Bio sur les audiences prédictives, pour eux, c'est 28% des acheteurs pour prendre 90% du chiffre d'affaires. Mais on a d'autres éléments assez intéressants qu'ils ont communiqué aussi. C'est 33% d'engagement supplémentaire avec la recommandation produit. Donc là, c'est la personnalisation directement dans l'email. Donc, ce qui est intéressant. On a aussi un x16 sur les conversions des campagnes SMS. Donc, voilà, ça va être toujours avec Mademoiselle Bio. Donc, on a des résultats qui sont vraiment impressionnants sur cette partie-là, vraiment. On a la bonne audience, on a la bonne cible pour chacune des prises de parole. D'accord. Alors là, Mademoiselle Bio, c'est bien parce que c'est un exemple d'un petit client, mais vous avez des gros clients aussi, hein, comme Air France, Fnac Darty, Samsung, qui utilisent déjà TinyClues AI. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quelques résultats croustillants ? Alors, les résultats et les performances, vous vous doutez bien qu'il y a des choses qu'on peut communiquer quand le client l'a accepté. Un témoignage aussi qu'on a eu un de nos clients, c'est TUI, qui est dans le voyage, où là, pour le coup, le voyage, c'est un élément qui est encore plus compliqué que le retail. Parce que le retail, effectivement, on peut se dire, j'ai des tickets de caisse, je peux y avoir des comportements. Dans le cas du voyage, j'ai énormément d'éléments qui peuvent faire que je me décide à partir, soit dans une destination, est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est le moment, etc. Donc, avec TUI, on travaille avec eux sur toute cette dynamique-là, d'arriver avec le bon message, la bonne destination au bon moment. Et on a 36% de revenus supplémentaires pour 1000 messages envoyés, ce qui est globalement énorme, avec 17% de messages en moins, et à la fin, 7% de commandes en plus. Donc là, je vous parlais tout à l'heure des enjeux de la marque et du client, on est en plein dedans. C'est qu'on est dans, j'envoie moins de messages, donc c'est mieux pour le consommateur, et je génère plus de revenus avec les campagnes que j'envoie. Donc on est pour moi dans le bon équilibre, qui est justement entre les enjeux de la marque et les enjeux du client. Oui, on se doute qu'en ce moment, dans les recommandations, on ne recommande pas d'aller dans le Moyen-Orient, mais enfin, on espère que ça va se terminer très vite. Alors, vous annoncez que 30% de votre CA récurrent provient déjà de l'IA, mais avec un objectif de 50% en 2027. Donc là, on est pour les détracteurs, il va falloir revoir sa copie. Hein, les chiffres sont impressionnants. Mais alors, moi, j'ai une autre question, c'est comment les marques mesurent-elles concrètement le ROI de ces solutions IA ? Alors, c'est la question centrale. Donc,
Qu'est-ce qui fait qu'on est à 30% de notre CA aujourd'hui? Donc, c'est pas juste notre client, il utilise une petite partie d'IA et donc on considère que c'est du washing, hein. C'est en nous des clients qui utilisent à 100% nos solutions d'AI qui sont vraiment au cœur de leur marketing. Pour ça, on a la partie prédictive, on en a beaucoup parlé, et on a lancé là le 12 février notre agent, peut-être qu'on en reparlera, à Smile CRM, qui va compléter notre offre. Donc, c'est vraiment toute cette offre-là qui est AI chez nous. Pour revenir à votre question, moi, ce que je dis souvent aux directions marketing que je vois, ou aux COMEX d'entreprise de la distribution, c'est il faut définir le pacte de confiance, pour moi, entre l'entreprise et ce qu'elle veut faire avec l'IA. Moi, je ne suis pas du tout dans le côté blanc ou noir. L'IA, c'est pas magique. À l'inverse, l'IA, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Donc, c'est quoi le pacte de confiance? Et pour moi, c'est qu'est-ce que je vais accepter en tant qu'entreprise de déléguer à l'IA et qu'est-ce que je vais garder en interne parce que c'est de l'avantage compétitif. Donc, moi, j'ai mes convictions, par exemple, de l'IA, pour moi, ça sera toujours meilleur sur l'aspect mathématique. Donc, faire des audiences, prioriser des campagnes, ça, évidemment, l'IA sera pour moi meilleur, connaître chacun des clients. À l'inverse, créer de l'émotion, donner du sens en tant que marque, tous ces éléments-là, c'est des choses que l'IA fait mal. Et pour moi, les marques, elles doivent garder ces éléments-là. Donc, il y a pour moi, c'est le premier élément qui est comment je gère ce pacte de confiance, qu'est-ce que j'accepte de déléguer. Et quand j'accepte de déléguer, il faut tout de suite mesurer. Je prends souvent cet exemple de Waze. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, la première fois que j'ai pris Waze, je me suis dit, OK, mais il me fait prendre un chemin dans Paris, et moi, je connais mieux, je vais prendre la rue que je connais, etc. Et en fait, au bout de 3-4 fois, on se rend compte que Waze, il a souvent raison, quasiment tout le temps. Et donc, on a fait quoi? On a testé Waze, on lui a fait confiance, et au bout d'un moment, on ne se pose plus la question. Je pars, je mets Waze. Et pour moi, c'est la même chose avec l'IA. Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est tester. Vous créez des audiences prédictives, regardez les résultats. On regarde ça sur 3 mois, et à partir du moment où nos clients sont convaincus, ils mettent en pilote automatique, et là, ils gagnent vraiment du temps. Donc, pour moi, c'est ça, c'est je choisis quel périmètre je donne sur l'IA. Je ne crois pas à tous les éditeurs qui me disent « tu vas voir, c'est magique », mais pour moi, il faut tester. On se donne confiance, on voit les résultats, et une fois qu'on l'a mesuré, on met entre guillemets en pilote automatique. Donc nous, c'est comme ça qu'on procède avec nos clients. Et dans le CRM, c'est simple, c'est vraiment l'essence du métier, c'est qu'il y a des tests qu'on peut faire, on compare, j'envoie des campagnes comme je fais d'habitude, j'envoie des campagnes avec l'IA, je regarde les deux résultats avec des A/B tests, et grâce à ça, je vois si les audiences prédictives, par exemple, fonctionnent mieux ou pas. Est-ce que la recommandation produit a un impact? Et moi, c'est ça que je recommande, c'est à partir du moment où on se dit j'ai confiance, on peut tester un nouveau cas d'usage d'IA. Et franchement, l'IA, c'est pas magique. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas fonctionner. Ça dépend de chaque entreprise, ça dépend de leurs données, ça dépend de leur métier. Voilà. Pour moi, il faut vraiment tester et se donner confiance. Bon, très bien. Donc, ça veut dire on a encore un petit rôle, on va y revenir dans une seconde. Alors, juste, vous avez évoqué l'agent intelligent. Alors bon, l'agent intelligent, pareil, on en est assaisonné à toutes les sauces. On a eu Manus, on a eu Cloud Cowork, que j'utilise beaucoup. Maintenant, on a OpenClaw. Enfin, ça part dans tous les sens. Mais c'est quoi un agent intelligent? Parce que là, en fait, tout est un agent intelligent, mais ça veut dire quoi? Alors, je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'on mélange beaucoup de choses et que c'est un sujet pour nous de faire du marketing maintenant. On essaie d'être le plus concret possible. Je pense que ce qui est intéressant déjà, c'est d'expliquer la différence entre un chatbot et un agent. Dans la plupart des cas, en fait, il y a des chatbots où en fait, je pose des questions, il est capable de me répondre. Bon, ça, c'est un chatbot. Un agent, c'est le niveau, on va dire, avec l'IA agentique, ou la capacité de se dire, si je vous prends un exemple très concret, imaginez-vous dans l'aérien, si vous dites à un chatbot, je veux changer mon billet, et qui vous dit, OK, je vous mets en relation avec un agent pour le faire, OK, ça c'est ce qu'on a connu toujours. Un agent avec l'IA agentique, il va être capable de vous dire, OK, dites-moi votre nom, loguez-vous, il va aller appeler un système, OK, est-ce que Yann a un billet? Oui, je le trouve. Est-ce que Yann peut le changer? Oui. Est-ce que s'il le change, c'est payant? Oui. Et donc, il va aller interroger d'autres systèmes et il va vous dire, tout seul, en autonomie, Yann, vous pouvez changer votre billet. Par contre, c'est 30 €. Est-ce que vous voulez le faire? Oui. OK. Et donc là, il va aller dire à son système, Yann veut changer. En gros, là, on est vraiment dans l'étape d'après. Donc, c'est ce qui diffère un agent d'un chatbot. Donc là, on est clairement dans le boulot de l'agent CRM classique qu'on connaissait avant, qui fait bien son travail. Il y en a quelques-uns qui font très bien leur travail. Mais là, la machine va aller encore plus vite. Elle va aller se connecter plus rapidement. Elle va aller rechercher l'information plus rapidement, sans se fatiguer en plus. On pourra le faire 10 000 fois par jour. Elle sera toujours prête. Elle pourra le faire la nuit même, si on veut.
Alors donc ça pose tout ça des questions aussi sur les limites de l'IA et de son implémentation et au-delà des questions techniques et des questions éthiques, qu'est-ce que je vais dire, Antoine, à mes élèves, qui sont, en attente de trouver un job demain? Est-ce que je leur dis que, ben non, finalement, il faudra qu'ils attendent de devenir seniors pour trouver quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors, peut-être juste pour revenir, nous, l'agent qu'on a, c'était un exemple que je vous donnais pour, dans le service client. Nous, l'agent qu'on a, c'est un agent qui va être au service du CRM manager. Donc, sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur toute l'intelligence de Tiny Close AI dont on parlait tout à l'heure, sur toute la connaissance qu'on a des clients. Et il y a un élément qui est assez important, c'est ce qu'on appelle le semantic layer. C'est quoi? C'est, pour être assez simple, c'est en gros, quand vous posez une question sur le CRM, le semantic layer, c'est la capacité de dire, quand je vais demander ce que c'est une analyse RFM, par exemple, il va être en capacité de vous répondre et de comprendre ce que c'est. Donc, on est vraiment en capacité de comprendre la pertinence et d'être dans le contexte du CRM. Donc, c'est en ça le côté bluffant, c'est la capacité de dire, je pose une question et l'agent va avoir tout le contexte du CRM et tout le contexte de la donnée. Et pour le CRM Manager, nous, l'étape 1 qu'on a là, c'est que c'est une étape analytique. C'est vraiment la vision qu'on a pour le moment, c'est de dire, on va donner au CRM Manager la capacité de répondre à n'importe quelle question. La deuxième étape, ça sera l'actionnabilité. Il pourra créer des segments, créer des campagnes. Et ensuite, il sera connecté à l'écosystème. Donc, on aura la capacité de se dire, effectivement, le CRM, cet agent sera connecté au service client, au site web, à WhatsApp, aux agents demain. Mais pour ça, il y a un élément qui est clé, c'est la confiance. La confiance, elle est clé, et c'est pour ça qu'on commence par l'analytique. On veut que nos clients ils puissent le tester, qu'ils aient confiance dans notre agent, et après, quand ils auront confiance, ils pourront dire, OK, en étant à des nouveaux cas d'usage. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est clé. On parle beaucoup d'hallucination, etc. Pour moi, c'est vraiment la confiance qu'on va créer. Donc c'est je voulais juste préciser cet élément-là, parce que ça rejoint votre question aussi, qui est sur la partie éthique, sur la partie plutôt même la destruction de jobs qu'on peut voir, etc. Là, pareil, moi, j'essaie de ne pas être tout blanc ou tout noir. Dans le monde du CRM, ce qui est sûr, c'est qu'on est face, nous, à des équipes assez courtes. Donc, généralement, ils n'ont pas le temps de tout faire. Donc, l'IA, je pense que ça va être une grande aide pour aider les CRM managers à automatiser des tâches répétitives et pouvoir se concentrer vraiment sur la stratégie, l'analyse, etc. Donc ça, dans le CRM, on voit que je pense vraiment qu'il y aura un vrai apport. En revanche, pour les juniors, vous avez raison, parce que moi, c'est un sujet qui me touche personnellement. Là, si j'enlève mon côté, mes chefs d'entreprise, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit dans le conseil. Avant, il y a beaucoup de juniors qui rentraient dans le conseil, qui se formaient. Aujourd'hui, on peut dire, avec des agents, j'ai que besoin de juniors. Donc, tout ce narratif-là qu'on entend et qui a une base de réalité, je pense qu'il ne faut pas être tout blanc ou tout noir. Aussi parce que c'est une opportunité. Moi, quand je suis rentré chez Microsoft, c'était l'arrivée du cloud computing. Et donc, j'étais tout jeune chez Microsoft, mais tout de suite, je suis rentré dans ce nouveau monde du cloud et j'avais 25 ans. Pour moi, c'était normal. Et donc, j'ai eu cette capacité aussi assez vite à m'adapter et à avoir d'autres compétences j'avais pas l'expérience de mes collègues qui m'ont apporté beaucoup. J'avais d'autres éléments, les réseaux sociaux, le cloud, etc., qui sont arrivés très vite. Et là, pour moi, c'est la même chose avec les jeunes. Pour moi, c'est la capacité faut être vigilant, évidemment, mais il faut surtout s'adapter. Et quand on voit les compétences qu'on a aujourd'hui, d'être en capacité d'automatiser des tâches, etc., moi, je pense que tous les jeunes, moi, c'est quelque chose que je demande beaucoup aux gens dans ma boîte, c'est de dire, allons chercher des jeunes qui vont avoir des nouvelles idées, qui vont automatiser, qui vont vous dire, attendez, mais c'est comme ça que vous travaillez dans ce service-là. Attendez, mais on peut faire beaucoup plus efficace, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Donc moi, je crois vraiment que les jeunes, il faut qu'ils jouent sur un nouveau terrain de jeu, qui n'est pas le terrain de jeu de quelqu'un qui a, comme moi, 40 ans, qui a un terrain de jeu de dire, dans le monde dans lequel on est avec de l'IA, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous apporter. D'accord. Ok, donc de l'adaptation, bon, en même temps, c'est pas nouveau, mais ça va probablement atteindre un niveau supérieur. Alors, on parle de prédiction comportementale et d'anticipation des intentions clients, mais jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'il y a des lignes rouges que vous interdisez, mais peut-être que vos concurrents ne s'interdisent pas d'ailleurs? Non, pour le coup, nous, on est dans un univers du marketing. Donc, nous, ce qu'on fait à la fin, c'est personnaliser des messages dans WhatsApp ou dans un mail ou sur un site web. Donc, globalement, nous, la donnée qu'on a, c'est uniquement de la donnée, ce qu'on appelle first party. Donc, c'est vraiment la donnée des marques. Et on va se servir de cette donnée-là pour essayer de prédire comment on va vous faire acheter un frigo chez Samsung. Donc, à la fin, c'est ça, ce qu'on fait avec notre IA. Donc, on n'a pas de logique sociétale, politique, de cible, de cartographier des comportements qui sont autres que vraiment de l'achat. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas qu'on ait ce sujet-là, en tout cas, nous, que ce soit nous ou nos concurrents dans le monde du marketing. D'accord.
Ok, alors donc on a parlé aussi des hallucinations. Comment faites-vous pour vous prémunir de ces hallucinations qui sont peut-être d'ailleurs un petit peu moins problématiques qu'il y a quelques années? C'est un très bon point. Donc nous, quand on va prendre la partie IA prédictive et l'IA décisionnelle, il n'y a pas de sujet d'hallucination pour le coup. Donc ça, c'est vraiment, quand on va parler d'hallucination, c'est plutôt sur l'IA effectivement générative. Donc là, quand on a lancé notre agent, donc Asma SCRM, plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'on l'a entraîné à lui dire, quand tu ne sais pas, tu le dis. Deuxième élément, c'est de cadrer quand la demande est trop vague. Donc on va lui dire effectivement, tiens, aide-moi à faire ma stratégie marketing. Ok, beaucoup trop vague. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux améliorer ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu veux améliorer ta marge? Donc, de cadrer quand la demande est trop vague. Donc, ça, c'est la première thématique. La deuxième, c'est on montre la donnée qu'il utilise. Donc, quand il va vous dire, tiens, voici nos recommandations pour améliorer ton chiffre d'affaires sur tes clients fidèles, je prends un exemple, il va vous dire, voici la donnée que j'ai utilisée. Et vous aurez un fichier Excel avec la donnée qu'il a utilisée. Donc, comme ça, au moins, vous pouvez être sûr que la donnée utilisée, elle est véridique. Vous pouvez contrôler ça. Et le dernier élément, c'est des tests. On a testé pendant des semaines avec des data analystes. Et à la fin, là, ce qu'on fait, c'est on est dans une phase d'early access avec des très belles entreprises françaises. Parce qu'à la fin, c'est créer cette confiance-là. Et pour moi, effectivement, il y a le côté perturbant quand un agent, quand on lui pose 2 fois la même question, il n'y aura pas exactement la même réponse parce que le contexte a changé. Donc, il y a aussi cet élément-là qui est très important, c'est de se dire, au plus une marque va utiliser notre agent, au plus tu auras du contexte, au plus il sera pertinent. Et donc, ça rejoint pour moi ce que je disais tout à l'heure, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle, c'était comme le monde. C'est ce côté de dire, voilà, pendant le premier mois, je vais m'assurer que je vais regarder, ok, il me sort une analyse, est-ce que moi j'ai la même? Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là pour moi. Et on a de l'humilité dessus. C'est qu'on est très content de la puissance de l'outil et on pense vraiment que ça va amener beaucoup de choses à vos équipes. Mais on a aussi beaucoup d'humilité de se dire, on rentre dans une phase de test et ce qui est le plus important, c'est de créer cette confiance. Bon. On sent le professionnalisme dans vos paroles et on voit aussi la formation chez Microsoft. Eh bien, c'est justement le sujet parce qu'il y a je dirais, le thème tarte à la crème qui arrive en ce moment, c'est la souveraineté numérique. Alors vous avez mis le pied des 2 côtés, un peu comme moi, vous avez travaillé dans une société américaine. Souvent stigmatisé sous un terme inintelligible qui s'appelle GAFAM, qui mélange tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que vous nous rassurez sur l'écosystème français ou est-ce qu'il faut continuer de se lamenter ou est-ce qu'au contraire, il faut être pragmatique et chercher des solutions quand elles fonctionnent? Moi, j'essaie d'être quelqu'un d'équilibré dans la vie, ce qui est parfois un challenge dans le monde d'aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées chez Microsoft, j'ai beaucoup appris. Et il y a des éléments de la culture américaine que j'ai vraiment beaucoup aimé. La capacité d'être ambitieux, de se dire, OK, on va avoir des moyens pour répondre à des ambitions fortes, d'avoir un côté de business vraiment développé, d'avoir un côté assez d'excellence sur le côté, ce qui est assez impressionnant. Quand on voit une entreprise de 100 000 personnes, l'exécution est assez impressionnante. Et il y a des choses que j'ai pas du tout aimées, évidemment, aussi dans l'entreprise, ce qui fait que j'en suis parti, sur des sujets plutôt RH, etc. Donc voilà, et ces entreprises-là, elles sont pas parfaites, mais il faut quand même reconnaître que les Américains ont créé un écosystème qui est aujourd'hui dominant. Et plus le temps passe, et plus ils grimpent sur les couches. Au début, ils géraient, on va dire, la partie poste de travail, puis après, ça a été l'infrastructure, puis maintenant, vous connaissez. Donc, on va pas nier ça, que les Américains ont une place très forte et que ça pose des questions en ce moment. À l'inverse, on a beaucoup de compétences en France et en Europe sur l'aspect applicatif, sur l'aspect IA. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les socles, et c'est un sujet. On a quelques entreprises en France et en Europe, mais assez peu. Il y a évidemment Mistral et on peut en être très fier. Il y a OVH, etc. Mais il y a assez peu de capacité, en tout cas, de comparer à des Google, Amazon et Microsoft. Une fois qu'on sort de ce débat-là, il y a énormément, moi je prends le sujet que je connais très bien, c'est la Martech, il y a énormément d'acteurs en France qui peuvent répondre aux besoins des grandes entreprises. Et aujourd'hui, mais que ce soit nous, que ce soit des concurrents à nous, que ce soit des partenaires, il y a largement de quoi, en tant que directeur marketing, se dire je vais prendre des solutions françaises pour gérer mon CRM. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. Et ma vision de la souveraineté, moi, elle est assez simple, elle est de se dire, en tant que citoyen, je pense que c'est important. Moi, je suis un citoyen convaincu de l'Europe. Pas forcément convaincu de la manière dont ça se passe, mais j'ai envie que ça marche. Et pour le coup, il faut qu'on arrive à créer effectivement des commandes européennes. Il faut qu'on crée les bonnes conditions. Il faut que les grandes entreprises jouent le jeu. Mais moi, je crois aussi beaucoup au côté, il faut que nous, on soit excellents. Il faut qu'on ait des
entreprises, des produits qui soient excellents, et qu'on puisse dire à une entreprise française en face de nous, je viens te voir et je te montre mes produits, l'excellence, pourquoi tu dois me choisir. Et pour moi, la souveraineté, c'est l'élément en plus. Ça ne doit pas être l'élément central. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc c'est à nous de jouer le jeu, d'être bon, de montrer qu'on a le bon produit. Et à produit équivalent, bah oui, aller plutôt chercher une solution française. Si la solution américaine, elle est meilleure que moi, pour ton besoin, bah, voilà, après, on peut avoir un choix politique fort d'une entreprise, et ce qui serait certainement bien. Mais voilà, pour moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'on arrive à être meilleur que nos concurrents et confrères américains, pour que justement, ce choix, il soit se dire, bah tiens, voilà, il y a une super belle boîte. Et en plus, elle est française. Ben, une bonne conclusion. Finalement, arrêtons de pleurer et soyons meilleurs, et ça se passera bien. Alors, dernier point, on va conclure là-dessus d'ailleurs. Si vous deviez donner un conseil à un directeur marketing qui hésite encore à franchir le pas de l'IA dans sa stratégie CRM, quel serait-il? Bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais alors déjà, je pense que j'imagine qu'il n'y a plus beaucoup de directeurs marketing qui hésitent à utiliser l'IA. Je pense que maintenant, ça rentre dans les mœurs, que ce soit avec nous ou pas. Moi, je parlais tout à l'heure du pacte de confiance, et je pense que c'est vraiment ça le sujet. C'est être maître de son destin, de se dire, OK, je suis avec mon comité de direction, je suis avec mes équipes, de se poser en disant, encore une fois, on a plein de défis. Qu'est-ce qui fait notre marque? Quels sont les différenciants? Qu'est-ce qu'on va continuer à faire nous parce qu'on sera meilleur qu'une IA et parce qu'on veut aussi investir fortement avec nos équipes. Donc ça, pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut garder? Où on veut être bon? Comment on se différencie? Où je veux investir? Et puis, il y a des éléments, on va dire, OK, bah, si j'ai pas forcément envie d'investir beaucoup dessus, bah, regardons l'automatisation, regardons l'IA. Et ensuite, c'est qu'est-ce que l'IA peut faire mieux que nous? Donc, c'est un peu ça pour moi, c'est de choisir d'être maître de cette équation-là pour éviter d'avoir des éditeurs qui viennent vous voir en disant « Ah tiens, je vais changer ta vie, etc. » Donc, moi, je dirais ça, c'est être maître de sa stratégie et ensuite de tester au fur et à mesure. OK, je commence par un scope, ce que j'ai dit tout à l'heure, je teste, ça marche, je passe à autre chose. Donc, d'être très pragmatique. Et je pense aussi, culturellement, ça va être très important. Je pense d'être dans une logique, on parle beaucoup d'agilité, mais moi, je parle beaucoup de curiosité, de tester des choses et aussi d'être dans une logique de passer de « OK, je sais » à « Non, en fait, il y a tellement de choses qui changent. Il y a le commerce agency qui arrive, etc. » Donc, au-delà de ça, il y a des révolutions qui se font sous nos yeux. Être curieux et se dire « OK, je vais me remettre en question tout le temps. » Je pense que c'est un élément important et de savoir faire la part des choses. Ça, OK, on m'en parle, c'est un buzzword. Est-ce que ça impacte sur mon business? Non. OK, on verra plus tard. Donc, je pense qu'il faut aussi être curieux, mais très pragmatique. Eh bien, curiosité, pragmatisme et excellence, voilà une excellente conclusion. Merci Antoine et bonne chance à Splio. Merci beaucoup Yann. Cet entretien avec Antoine Parisot laisse une impression durable, celle d'un professionnel qui refuse autant le catastrophisme que l'enthousiasme naïf. L'IA dans le CRM n'est pas une révolution qui supprime les marketeurs. Enfin, pour l'instant, c'est un ensemble d'outils qui, bien calibrés, permettent de faire ce que le marketing promet depuis longtemps sans jamais vraiment y parvenir, c'est-à-dire traiter chaque client comme un individu unique au bon moment, sur le bon canal, avec la bonne offre. Reste que la promesse ne se concrétise pas sans méthode. Le pacte de confiance qu'évoque Parisot, cette décision délibérée de définir ce que l'on délègue et ce que l'on garde, est peut-être la contribution la plus utile de cet entretien pour tout directeur marketing qui hésite encore. On ne confie pas ses clients à l'IA sur la foi d'un argumentaire commercial. On teste, on mesure, on ajuste. Et si les résultats sont là, comme chez TOI, Mademoiselle Bio ou Orange Africa, on élargit progressivement le périmètre. Curiosité, pragmatisme et excellence, 3 mots pour résumer une approche qui mérite d'être prise au sérieux. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.